Alors ils jouent la carte de l'analyse froide et rationnelle. Leur discours, c'est de dire que l'hostilité envers l'islam n'est pas un problème moral, mais stratégique. En gros, pour eux, les islamophobes seraient dangereux, car ils contribueraient à radicaliser les musulmans modérés, et faciliteraient donc le travail de recrutement des islamistes. Ainsi, on a Cédric qui pose cette question. En guerre contre un ennemi impitoyable, qui cherche à élargir au maximum ses effectifs parmi des neutres plus ou moins sensibles à sa propagande. Est-il préférable d'augmenter nos ennemis en amalgamant les neutres visés par sa propagande ou au contraire de les diviser? On pourrait, à notre tour, poser les questions suivantes à Cédric. Est-il préférable de ne pas traquer nos ennemis, qui se cachent parmi les neutres, par crainte de vexer ou de provoquer les neutres? D'ailleurs, si nous avons peur d'énerver les neutres, sont-ils si neutres que ça? Si des neutres se radicalisent uniquement parce que l'on traque nos ennemis planqués parmi eux, cela ne veut-il pas dire que ces neutres étaient aussi nos ennemis depuis le départ? S'il suffit à un musulman modéré de tomber sur du Éric Zemmour ou sur du Charlie Hebdo pour prendre un couteau et décider de sortir égorger quelqu'un, c'est qu'il n'a jamais été modéré. C'est d'ailleurs ce que ces gens ont l'air de nous avouer, bien malgré eux, c'est-à-dire que tout musulman est une bombe à retardement. En fait, leur discours est encore plus islamophobe que celui des islamophobes, quand on y réfléchit bien. Faire porter la responsabilité des morts non pas sur leurs assassins musulmans, mais sur ceux qui les provoqueraient. On nous fait le coup régulièrement, c'est l'argument de la femme violée, qui portait une jupe et qui l'a donc un peu cherché. C'est en substance ce que disent un Philippe Marlière ou un humour de droite, par exemple, dont j'avais parlé dans ma vidéo, suite à l'assassinat de Samuel Paty. Ce que prônent ces faux stratèges, in fine, c'est que pour combattre l'islamisme, nous devons impérativement cesser toute critique ou toute moquerie envers la religion musulmane, ce qui est, je le rappelle, littéralement ce qu'exigent les islamistes. Pour éviter la division, acceptons la soumission, voici le message des professionnels autoproclamés du billard à 3 bandes. C'est aussi ce que nous disait Hugo, juste avant l'attentat de Rambouillet. Honte. Honte à Caroline Fourest. Je pense exactement le contraire, c'est la republication en septembre 2020 par Charlie de leur caricature pour surfer sur le buzz du procès à venir qui a tué Samuel Paty. On n'éliminera pas les fanatiques. Les provoquer est irresponsable. Attardons-nous justement sur Hugo, qui partage ici le tweet du Maxime dont je parlais plus tôt dans la vidéo, dans une sorte de symbiose islamo-gauchiste, et qui avait écrit un thread sur Twitter en octobre dernier, à l'occasion de la décapitation du professeur de Conflans à Tonorine. Nous allons le lire dans son intégralité, car il me semble bien résumer ce point de vue qui se veut stratégique, et qui pousse ce raisonnement au bout de sa logique. Quelques chiffres dans la cacophonie ambiante. 1. Il y a autour de 5 millions de musulmans en France. 2. Il y a environ 100 000 salafistes, musulmans intégristes. 3. Il y a environ 10% d'entre eux qui ne sont pas quiétistes, refusent la loi de la République. Environ 10 000. 4. Il y a parmi eux de l'ordre de quelques centaines de personnes susceptibles de commettre des actions terroristes, qui sont dans l'ensemble plutôt surveillées. 5. Il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde et des attentats tous les jours, 826 en 2019, il est totalement illusoire d'arriver à 0 attentat en France, par des mesures de contrôle. La seule façon c'est la démotivation. En gros que la France ne devienne pas le porte-étendard mondial d'une croisade anti-musulmans, ou perçue comme telle, ce qui revient au même. Les terroristes suivent hélas des modes au gré des vents existentiels. Aujourd'hui c'est le terrorisme islamiste, hier c'était le terrorisme nationaliste, et on a eu aussi les terrorismes politiques extrémistes de droite et de gauche, qui ont plus ou moins disparu, car plus dans l'air du temps. Le terroriste n'est pas un monstre pervers Allah le maudit. Il est persuadé d'agir dans le bon droit par rapport à son système, avec l'espoir de faire changer les choses. C'est cette croyance qu'il faut attaquer, en commençant par arrêter d'en faire des acteurs majeurs. D'où la bêtise de promouvoir des actions symboliques, qui ne font que médiatiser un clivage et établir un rapport de force, d'autant plus caricaturé qu'il est vu depuis des milliers de kilomètres par des incultants brigadés. Si vous avez peur du terrorisme en drapeau de la France, la solution ne sera jamais un prêchi-prochat dans les écoles, pour expliquer que l'on a le droit de caricaturer les prophètes. Ça c'est avant tout un discours d'humiliation des 5 millions qui n'en peuvent mais. Et du coup, demandez-vous qui a intérêt à maintenir des clivages ethniques et religieux en France. S'ils sont dignes d'être suivis. S'ils ont fait la preuve de leurs résultats. S'ils n'ont pas leur propre agenda, qui n'a en réalité rien à voir avec la liberté d'expression. Nombreux hélas sont ceux qui ont intérêt à ce que les attentats reprennent afin de justifier des mesures d'exclusion,
des appels à l'émigration, ou simplement pour reprendre le pouvoir en 2022. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas ficher les terroristes français, qu'il faille interdire le blasphème, transiger sur nos principes ou que le professeur assassiné l'ait bien cherché, que son initiative ait été de bonne foi ou non, c'est pas le sujet. Ça veut dire qu'il ne faut pas céder à l'émotion, ne pas rêver à des lignes Maginot en chantant la Marseillaise pour montrer qu'on est le plus fort, en se déplaçant sur le terrain des discours et des mesures symboliques et provocatrices, en donnant à l'État le rôle du grand méchant. L'État doit rester laïque, c'est-à-dire protéger la liberté de culte sans en favoriser aucun, et respecter les opinions de chacun, sans empêcher d'autres d'en différer, mais sans non plus les encourager. Car pour un terroriste, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est qu'avec un simple couteau il puisse rassembler des dizaines de milliers de personnes sur la place de la République reprise sur toutes les TV du monde expliquant que la France est effectivement bien la cible parfaite qu'il avait imaginée, que son système démocratique est bien incompatible avec ses valeurs à lui, que la source du problème se trouve bien dans sa religion, qui n'est pas la bienvenue, et que la guerre sainte est la seule issue. Bon courage pour épuiser alors le réservoir mondial d'aspirants Kouachi, que vous aurez vous-même réveillé, motivé, et convaincu de la portée de leur acte de barbarie en le gratifiant du statut d'acte symbolique et de résistance. Ce que nous explique Hugo, c'est qu'il ne suffit pas de cesser de publier des caricatures du prophète de l'islam, de ne plus provoquer. Ce qu'il faudrait faire, c'est carrément ne plus parler du tout des attentats islamistes quand ils se produisent, dans l'espoir que les terroristes finissent par se décourager, par manque de publicité. Pour Hugo, en fait, c'est déjà foutu. Les musulmans sont trop nombreux, il est trop tard, nous devons faire le dos rond en espérant qu'ils se calment, comme on pourrait attendre la fin d'un orage. J'aurais quelques objections à formuler, si tu le permets, Hugo. D'abord, effectivement les musulmans sont trop nombreux en France. Mais Hugo, s'ils sont si nombreux, c'est justement parce qu'on a trop longtemps écouté les gens comme toi, qui nous expliquaient que c'était une chance. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. Et que s'opposer à cette islamigration, c'était ça le véritable extrémisme, le vrai péril pour la République. Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France? Si Jean-Marie Le Pen était passé en 2002 et qu'on avait fermé nos frontières, Jamel Gorchen n'aurait jamais vécu en France. Nous allons être balayés par les fanatiques, ceux qui croient, ceux qui sont prêts à se faire péter pour Allah. Ensuite, croire que si on arrête de bouger ils cesseront de nous attaquer, c'est se tromper lourdement. Les islamistes ne sont pas des tyrannosaures. Les arabes musulmans méprisent encore plus leurs victimes lorsqu'elles ne cherchent pas à se défendre, et redoublent d'agressivité face à l'absence de répondants. Si tu étais allé dans un collège de ZEP, comme moi tu serais au courant. Ceux qui, comme toi, Hugo, prônent une laïcité passive, qui devrait se cantonner à n'être qu'un cadre strictement légal, sont complètement à la ramasse. Il y a une dynamique démographique, on n'est plus en 1905. Plus les musulmans seront nombreux, plus ils auront d'exigences. Rester immobile face à une force qui avance, cela revient à reculer. Lorsque tu dis que la stratégie de l'indifférence fonctionne dans les autres pays d'Europe, on peut savoir lesquels, Hugo? Les autres pays d'Europe subissent aussi des attentats, et si la France est particulièrement touchée, c'est parce que c'est le premier pays musulman d'Europe. Tu veux un pays où ça a l'air de marcher pas trop mal, Hugo? Le Danemark, par exemple, parce qu'il est très strict sur l'immigration et qu'il durcit ses conditions de naturalisation, en gros parce qu'il applique une politique que tu qualifies d'extrême droite et que tu condamnes de toutes tes forces. Tu écris ne pas vouloir interdire le blasphème, ne pas transiger sur nos principes, mais c'est pourtant ce que tu fais, quand tu affirmes qu'on ne peut pas éliminer les fanatiques et que les provoquer est irresponsable. Les fanatiques ne nous tuent pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. 2 semaines après Samuel Paty, 3 personnes ont été égorgées dans une église à Nice. Ils ont provoqué qui, eux? Et les gens qui buvaient leur bière au Bataclan, ils ont provoqué qui? Et les enfants juifs d'Ozara Torah, ils ont provoqué Mohamed Merah aussi? C'est quoi ton projet, Hugo? On arrête de publier les caricatures pour ne pas les énerver, ok, et après? On mange tous halal pour ne pas les énerver? Puis on interdit aux femmes de montrer leurs cheveux en public, pour ne pas les énerver? Puis à la fin on devient une république islamique sans hostilité ni violence? Comme ça on aura bien niqué les islamistes, c'est bien ça Hugo? Alors qu'ils se sont trompés surtout, ces immondes personnages continuent de nous pointer du doigt. Après nous avoir fait des leçons de morale, pendant des dizaines d'années sur l'immigration qui était censée être une chance,
sur l'islam qui selon eux était une religion de paix et d'amour, après avoir insulté, marginalisé, stigmatisé tous ceux qui osaient exprimer un avis contraire, après avoir décrit nos inquiétudes comme des fantasmes fascistes, alors que l'actualité démontre quotidiennement qu'elles étaient des prédictions, alors que chaque jour qui passe prouve à quel point nous avions raison et à quel point ils avaient tort, et bien malgré tout cela, au lieu de faire leur mea culpa, de demander pardon, ou à minima de fermer leur immense gueule, au lieu de mourir de honte face aux conséquences d'une politique qu'ils ont défendue corps et âme toute leur putain de vie, ils continuent au contraire de nous accuser nous, encore et toujours, nous qui avions tout prévu, nous les lanceurs d'alerte, nous serions responsables des tueries qui se multiplient, nous serions les extrémistes. Maintenant on va être clair, mettre un signe d'égalité entre les soi-disant islamophobes qui expriment des opinions, et les islamistes qui assassinent des êtres humains, c'est à la fois abject moralement, et mensonger factuellement. Il n'y a pas des morts de part et d'autre, comme le prétendent ces pourritures. En France, l'islamisme a tué des centaines de citoyens en quelques années, l'islamophobie n'a tué personne. Vos concepts foireux de tenaille identitaire, des extrêmes qui se rejoignent, vous pouvez vous les foutre au cul. Les alliés des islamistes, ce sont ceux qui refusent que l'on parle des enclaves démographiques étrangères sur notre territoire, de la lente sécession qui avance aux quatre coins de la République. Les amis des islamistes, ce sont ceux qui veulent interdire toute critique de l'islam et de l'immigration massive, pas ceux qui formulent ces critiques. Face à l'horreur qui nous frappe, c'est votre modération revendiquée qui est une radicalité, c'est votre passivité qui est une bénédiction pour les fanatiques. La position extrême au XXIe siècle, ce n'est pas l'islamophobie, c'est de considérer l'islamophobie comme une position extrême. Ce qui se cache derrière ce positionnement pseudo-stratégique, ce n'est rien d'autre que l'esprit de Munich, qui à l'époque disait « plutôt Hitler que la guerre », et qui dit aujourd'hui « plutôt l'islam que le terrorisme ». À la fin, ils auront les deux. Ceux qui tiennent ce discours tentent de déguiser leur lâcheté en analyse politique, ils tentent de justifier, dans une ultime pirouette intellectuelle, le choix qu'ils ont fait et qui est celui de la soumission. Et l'histoire les jugera très sévèrement pour cela, comme elle le fait à chaque fois, car tout ne fait que commencer. Le problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à la transformation postmoderne de l'islam en une idéologie meurtrière, me semble effectivement le plus grand danger qui pèse aujourd'hui sur l'humanité, de la même manière que le communisme pendant 50 ans l'avait été, le national-socialisme l'avait été auparavant.